pourquoi elle a menti. Je me pose toutes ces questions. Pourquoi elle n'a pas réussi à dire la vérité au moment venu? Ce mensonge nous a brisés. Je crois que pour toute la vie. Dieu, il a pardonné à celui qui l'a tué. Et alors moi, Tu ne mentiras point, dit le 8e commandement. Une sentence aujourd'hui bien désuète, car lequel d'entre nous n'a jamais menti au moins une fois dans sa vie? Pourtant, cela fait 10 ans que Lucilia Madera cherche à pardonner un mensonge terrible qui a détruit sa vie, sa famille. Lucilia et Antonio Madera sont d'origine portugaise. Le couple s'installe à Reims en 1975 avec leur petit garçon Philippe. Lucilia est mère au foyer, Antonio, lui, est maçon et travaille pour son propre compte. Une fierté pour cet homme arrivé sans argent sur le sol français. Les Madera n'aspirent qu'à une vie tranquille, faite de joie simple. Aussi leur bonheur est à son comble quand en 1985, Lucilia tombe enceinte pour la 2e fois. Pour le couple qui a du mal à concevoir un autre enfant, cette naissance est un véritable don du ciel. C'est une petite fille. Ils la prénommeront Virginie, symbole de pureté et d'innocence, en référence à la Vierge Marie. Pourtant, c'est cet enfant qui va commettre l'irréparable, un mensonge qui fait sombrer les Madera dans le cauchemar. En 1990, un premier malheur s'abat sur la famille. Le fils aîné, Philippe, est déclaré schizophrène paranoïaque par les médecins. Le jeune garçon est très violent et s'attaque régulièrement aux membres de sa famille. Cette pathologie, le couple Madera ne la comprend pas. Et Virginie sera-t-elle traumatisée par la maladie de son frère? Cohabiter avec un être qui ne distingue plus le réel de l'imaginaire sera-t-il le déclencheur de l'affabulation de la jeune fille? D'autant qu'à 14 ans, Virginie est une adolescente timide, complexée. Elle se trouve trop grosse, pas assez jolie. Victime des colibés des autres gamins, elle se tient à l'écart, jusqu'au jour où une camarade de classe s'intéresse enfin à elle. Elle était vraiment le contraire de moi. C'est le genre de fille qui était toute fine, toute élégante, qui parlait sans problème avec les filles comme les garçons, qui se maquillait déjà. Donc c'est vrai que quand on est à 14 ans, on s'identifie tout le temps à quelqu'un et moi je m'identifie à elle. Et c'est vrai que dans ma tête, je voulais lui ressembler, être comme elle, qu'elle soit mon amie, et voilà, qu'on puisse aussi partager des choses. Et quoi de plus fort à partager qu'un secret? Mais voilà, Virginie n'en a pas, alors elle ment. Cela aurait pu être un simple mensonge de gosse, pourtant la jeune fille va inventer une toute autre histoire. C'était en sortant de la cantine qui m'est venu comme ça par la tête d'essayer de l'épater. Et en fait, je voulais lui raconter quelque chose d'extraordinaire, mais comme je ne voyais pas, j'avais décidé d'inventer quelque chose. Bon, étant donné que ça resterait entre nous, c'était pas, enfin, voilà, je me disais que c'était pas grave. Au début, je lui avais dit, j'ai quelque chose d'important à te dire, mais je vais te dire un mot par jour. Et au final, je lui ai quand même dit tout d'un coup comme ça, et je lui ai dit, mon père a abusé de moi.
Mon père a abusé de moi, la pire des accusations. Mais 10 ans après les faits, Virginie Madeira affirme avoir menti et livre un combat acharné pour faire éclater la vérité. Alors, pourquoi aurait-elle à l'époque inventé une histoire aussi terrible? Pourquoi j'ai raconté ce bobard-là à tel âge? Ça aurait pu être n'importe quoi, le mensonge. Je sais pas pourquoi ça m'est venu ça. Je m'en suis beaucoup voulu, que je m'en veux aussi beaucoup aujourd'hui. Parce que c'est grave, quoi. Que s'est-il passé dans l'inconscient de la jeune fille? En veut-elle particulièrement à son père? Ou à travers lui, veut-elle régler des comptes avec Philippe, son frère aîné schizophrène, qui accapare l'attention des parents Madeira? Nous posons la question à Serge Effez, spécialiste des affabulations infantiles. On peut imaginer que dans la famille, il y a peut-être une attention particulière autour de ce frère qui est malade et qui fait qu'elle se sent un petit peu laissée pour compte et qu'elle se dit, lui finalement il arrive à attirer l'attention en racontant des tas d'histoires bizarres, c'est peut-être comme ça qu'on fait pour pouvoir se faire aimer et pour pouvoir attirer l'attention. Il suffit que le père soit, et peut-être travaille beaucoup, soit un petit peu absent, que la mère soit très absorbée par le frère. Elle se sent seule, abandonnée, elle se sent peut-être tête de turc un petit peu à l'école. Comment est-ce qu'elle va faire pour attirer l'attention? Mais en voulant attirer l'attention, Virginie déclenche une machine infernale qui va bouleverser toute la famille Madeira. 4 mai 1999, nous sommes à Muison, en Champagne. Virginie vit avec toute sa famille dans cette belle maison, construite des propres mains d'Antonio. C'est un matin comme les autres, comme à son habitude, l'adolescente se prépare pour aller en classe. À 8 heures, elle quitte la maison et se rend au collège. Là, Virginie retrouve sa seule amie, Magali, celle dont elle cherche tant à se faire aimer. Pourquoi choisit-elle de lui mentir à ce moment-là? C'était pas du tout prémédité, j'avais pas réfléchi la veille ni rien. C'était vraiment sur le moment, j'avais envie de lui dire quelque chose et j'ai vraiment dit comme ça ce qui me passait par la tête. A-t-elle cru que Magali lui témoignait moins d'intérêt qu'à son habitude? A-t-elle eu peur d'être abandonnée par sa seule amie? Virginie n'en a plus le souvenir. Mais 10 ans plus tard, Magali, elle, n'a rien oublié. Elle m'a dit mon père a abusé de moi. Et là, les mains sur le visage, abaissées, elle s'est mise à pleurer et elle bougeait plus. Et donc ma première réaction, ça a été un sourire. Je me suis demandé si vraiment elle me disait la vérité ou... Et donc je l'ai regardée, je lui ai dit, tu sais Virginie, c'est important, c'est super grave quand même. Et puis dans l'état où elle était, elle me répondait pas, elle pleurait, elle sanglotait, elle s'arrêtait pas de pleurer. Ouais, là je me suis dit, c'est vrai. Pourquoi Magali aurait-elle remis en cause un aveu aussi grave? La jeune fille promet de garder le terrible secret. Tout aurait pu s'arrêter là. En rentrant, j'étais normale, je rentrais à la maison, bonjour maman, bonjour papa, voilà, non, parce que pour moi c'était rien du tout, c'était un petit mensonge comme ça, bon ça allait rester entre nous. Je me suis dit, bon elle va peut-être devenir mon amie, voilà, et puis après non, je n'y pensais plus en fait. Je n'y pensais plus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette fois-ci, Virginie dit la vérité. En témoigne son journal intime. Aujourd'hui, mardi, Aline m'a énervée. Tom n'est pas venu avec son scooter, donc il mange à la cantine. Ce qui m'énerve, c'est qu'il s'intéresse qu'à Flavie. Pas une ligne sur son mensonge. Elle se couche même ce soir-là comme si de rien n'était. Mais au même moment, Magali vit chez elle une histoire bien différente. Je suis rentrée chez moi complètement dépitée. Je savais pas quoi faire parce que j'étais prise entre le fait de garder son secret
et puis que ça me trotte dans la tête pendant des mois, voire des années. Ou puis le fait de savoir qu'elle continuait de subir ça alors que moi j'étais au courant et ne rien faire pour l'aider, c'était dur, quoi, ça aurait été dur. Et donc du coup, j'en ai parlé à ma mère, parce que ma mère de toute façon on a vu que ça allait pas. Et c'est elle qui m'a dit, faut aller le répéter, de toute façon si t'y vas pas, c'est nous qui irons. Rapidement, tout s'enchaîne. Le mensonge de Virginie, imaginé sur un coup de tête dans la cour de récréation, va prendre des proportions dramatiques. 5 mai au matin, la jeune Magali informe la directrice qui convoque aussitôt Virginie. J'étais sonnée, choquée. J'ai pas réussi à parler, à dire que ce n'était pas vrai. Je me suis dit, oula, dans quelle galère je me suis mise. Voilà, je me suis juste dit comme ça parce que pour une fille qui a toujours été discrète et tout, quand on raconte un mensonge et qu'on voit qu'après que tout le monde est au courant, on se dit... c'est comme si le monde il s'écroulait, je veux dire. On se dit, ils vont plus me voir comme ça, ils vont me voir comme une menteuse. Et ça, Virginie ne peut le supporter. La jeune fille se réfugie dans un mutisme complet. Mutisme que la directrice interprète comme un aveu. La directrice, il me semble qu'elle m'a dit que c'était grave, qu'elle était obligée de faire un signalement, qu'il fallait qu'elle en parle. Je pense que je me disais, je vais les laisser faire et puis après le soir je rentre à la maison. Voilà, je rentre à la maison et ma mère elle va sûrement m'en disputer, mon père aussi. Mais bon, après c'est bon, on oublie et puis voilà. Mais le monde des adultes, lui, n'est pas prêt d'oublier. La police et le procureur sont immédiatement informés. Dans un premier temps, Antonio Madeira est contacté sur son lieu de travail. Je reçois un coup de fil de la directrice en me disant ne venez pas chercher votre fille. Et je lui ai dit pourquoi, il y a la classe après-midi. Et c'est non. Puis il m'a accroché au nez. Sans aucune information, l'angoisse des Madeira se transforme rapidement en panique. Ils se rendent au collège de leur fille. Mais sur place, la directrice se refuse à la moindre explication. Je lui ai dit qu'elle me dise où elle est ma fille, tout de suite. C'était la première chose. Où elle est ma fille. Et elle ne voulait rien me dire. Et je l'ai suppliée. Je me suis même presque agenouillée presque sous le trottoir. Je lui ai dit, s'il vous plaît, dites-moi où elle est ma fille. Je me rappelle du père de Virginie qui criait « Rendez-moi ma fille, où est ma fille, pourquoi ?» À force d'acharnement, les Madeira apprennent que Virginie est entre les mains de la justice. Ils ont interdiction de la voir. Je pensais, mais est-ce qu'elle a fait une bêtise? Pourquoi qu'elle est placée? Et pourquoi que nous, on n'a pas le droit de le savoir? On mélange trop de choses dans la tête, hein, et puis on se crée des histoires. C'était infernal. C'était infernal ce jour-là. Ça venait. C'est là que vraiment le cauchemar a commencé à se former. Et ce n'est que le début. Virginie est alors dans le bureau du procureur. La procédure est lancée. Première étape, le magistrat ordonne un placement en foyer pour protéger la jeune fille. Virginie est prise dans un engrenage qui la dépasse complètement. Dans la tête de l'adolescente, les questions se bousculent. Où ils allaient m'emmener, qu'est-ce que j'allais faire là-bas, ce qu'est un signalement, ce qu'est un procureur, un foyer. C'est vrai que je n'avais jamais entendu ça. Quand on rencontre comme ça tout d'un coup tout plein de monde qu'on n'a pas l'habitude de croiser, tout d'un coup ça fait... Je crois que c'est psychologiquement, on sort un peu de la réalité, on se rend plus compte de ce qui se passe. Virginie n'a aucune conscience de ce qu'elle vient de déclencher. Au même moment, ses parents sont convoqués à la brigade des mineurs de Reims. L'étau judiciaire est en train de se refermer sur la famille Madeira. Les premiers mots qu'il m'a dit, c'était « Vous avez violé votre fille ». Voilà, vous
vous n'imaginez pas les frissons que ça vous descend. C'est comme quelqu'un qui prend un coup qui est assommé, qui a quelque chose que vous attendez pas. Il vous donne la chose la pire qui existe au monde. Il vous sort ça comme ça. J'ai dit tout de suite, c'est pas possible. Moi, une chose comme ça ne pouvait pas se passer. Parce que moi, je suis présente chez moi et je sais ce qui se passe. Je sais, je connais ma famille. Dans la pièce d'à côté, Virginie, elle aussi, subit un interrogatoire. Le but des policiers, évaluer s'ils ont affaire à une affabulatrice ou à une victime. Jusque-là, Virginie a réussi à mentir à son amie, puis à la directrice du collège. Mais à 14 ans, peut-on résister à un interrogatoire de police ? D'autant que les questions se font précises. Mon père, qu'est-ce qu'il me faisait, combien de fois par semaine, c'était où, enfin, en gros c'était ça. Et moi je ne savais pas quoi lui dire, donc lui après il insistait dans ses questions et donc il rentrait de plus en plus dans les détails. Est-ce qu'elle sait que je suis en train de souffrir une chose que je n'ai pas fait? Est-ce qu'il se rendait compte? Pour moi, c'est une question de 2-3 jours et puis tu vas se mettre à sa place. Ah non? Contre toute attente, Virginie résiste à l'interrogatoire. Mais alors, si la jeune fille n'a jamais été victime d'inceste, comment réussit-elle à mentir aux policiers ? C'est là la force du psychisme, c'est qu'elle peut se convaincre elle-même que ces choses-là ont eu lieu. Et c'est ça qui donne la force du témoignage. C'est qu'il y a un moment où, peut-être, encore une fois c'est une hypothèse, elle bascule complètement dans une conviction autour de cette histoire de viol et de rapport sexuel avec son père, parce que ça correspond à un désir inconscient. Reste malgré tout une question qui pourrait donner à l'affaire un éclairage totalement différent. Car si Virginie s'est convaincue elle-même de la réalité de son mensonge, comment a-t-elle pu emporter la conviction des policiers ? Le policier voulait que je raconte, mais comme je ne savais pas quoi dire, je n'avais pas pensé qu'il fallait dire quelque chose ou quoi. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un petit mensonge que j'avais dit à l'époque, vraiment spontanément. Je ne savais pas quoi lui raconter. Et donc du coup, il m'a dit, tu préfères que je te pose des questions? Alors, je lui ai dit oui, parce que je me suis dit, oui, c'est mieux, le moins que je parle, mieux ce sera. Ainsi, les enquêteurs auraient fait de l'excès de zèle, orientant d'eux-mêmes l'interrogatoire. Pourtant, cette version comporte une incohérence. Le rapport d'audition que nous nous sommes procuré montre que c'est Virginie qui aurait fourni elle-même les détails aux policiers. Des détails qu'aucun enquêteur n'aurait pu inventer. Des détails que seule Virginie a pu donner. Aujourd'hui, la jeune femme conteste ce rapport. D'après elle, la retranscription de l'audition ne serait pas fidèle à la réalité. Nous avons contacté la brigade des mineurs de Reims qui s'est refusée à tout commentaire. Mais David Barbas, représentant du syndicat national des officiers de police, a accepté de répondre à nos questions. Je ne crois pas une seconde à un interrogatoire où il n'y aurait eu que des oui et des non dans une affaire d'inceste. C'est impossible. Alors on peut comprendre qu'à 14 ans, on ne sache pas ce qu'on dit. Néanmoins, les enquêteurs qui ont l'habitude de ce genre de dossier prennent énormément de pincettes pour arriver justement à faire parler la personne, pour qu'elle dise, et pas seulement des oui et des non, ça ne nous servira à rien, pour justement essayer de comprendre la psychologie de la victime. Donc qu'elle ait répondu que oui et non, ça me paraît très surprenant. Mais alors, qui croire ? Virginie Madeira ou les enquêteurs qui auraient arrangé le rapport pour coller à leurs convictions sur le cas Madeira ? À l'appui de cette thèse, le témoignage d'Antonio sur le déroulement de son propre interrogatoire. Vous êtes un violeur, par ici, par là. Puis ils ajoutaient des choses,
Jusqu'au moment qu'ils ont dit, votre fille, elle a une chatte plus grande que sa grand-mère. Ah non, mais moi, franchement, c'est très dur. C'est très dur. C'est vraiment des enfoirés. Parole de flic contre parole des Madeira. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs jugent la déposition de Virginie suffisamment probante. Malgré ses dénégations, Antonio Madeira est incarcéré à la maison d'arrêt de Reims. J'étais très en colère avec elle. J'ai dit, dis donc, mais c'est n'importe quoi. Maintenant, les enfants qui disent n'importe quoi, il met son père en prison. Et en même temps, je disais, mais pourquoi qu'elle a dit ça? Mais la vraie question, c'est surtout pourquoi Virginie s'enferme dans son mensonge. C'est sans doute un des éléments les plus troublants de cette affaire. Car après sa déposition, la jeune fille est conduite au foyer de l'enfance de Reims. Elle va y rester 1 an, entourée d'éducateurs et de psychologues à qui elle aurait pu se confier. Mais à aucun moment, elle ne reviendra sur ses déclarations. Je me rendais pas compte de ce qui se passait. J'étais au foyer. Vraiment, quand on est tout le temps avec des personnes qu'on ne connaît pas, on se rend pas compte en fait de ce qui se passe en dehors. On m'a enlevée à la famille et après, je pense que c'est ça aussi qui a favorisé l'état auquel j'étais. L'explication de Virginie peut sembler bien légère face à la gravité des faits. En réalité, c'est un mécanisme bien connu des psychiatres. Il y a des mécanismes psychiques qu'on appelle le déni, ça veut dire quoi? C'est comme un clivage. C'est comme si la conscience se séparait en deux. Eh bien, on se met complètement à évoluer, à penser dans une partie de son psychisme qui est celle qui raconte l'histoire, qui est celle qui a la conviction de l'histoire. Ce qui ne veut pas dire que l'autre partie n'existe pas. Elle continue d'exister, mais on habite entièrement une partie de sa maison mentale. Ainsi, Virginie aurait enfermé la réalité dans une partie de son inconscient afin de pouvoir vivre et évoluer tranquillement dans le mensonge. Cela peut sembler incroyable, et pourtant la désinvolture avec laquelle elle décrit son séjour en foyer d'accueil semble appuyer cette thèse. Au foyer, c'était nouveau. C'est vrai que ça changeait de la famille et du coup, en me sentant plus libre, c'était un peu comme des vacances, on peut dire, parce que on se retrouve sans ses parents. Bon, c'est un peu comme une colonie, même, on peut dire, parce que c'est comme ça que je voyais un peu. Je me disais, bon, je rentrerai chez mes parents, mais là, je suis un peu libre, ils sont pas là pour voir un peu ce que je fais, que je peux faire un peu les choses à ma façon. Voilà. Virginie a-t-elle pu évoluer aussi longtemps dans cet état de semi-conscience, au point d'oublier presque les raisons qui l'ont conduite au foyer, au point de ne pas même s'inquiéter des conséquences pour sa famille? Dans l'entourage de la jeune femme, certaines personnes refusent de le croire. Pour elle, Virginie a bien été victime d'inceste et c'est aujourd'hui qu'elle ment. Magali venait voir son amie 3 fois par semaine dans le foyer d'accueil. Il me semble qu'elle était assise ici. Je me rappelle la voir en arrivant avec la fenêtre légèrement derrière elle. Donc elle devait être vraiment assise ici, ouais. 10 ans après les faits, Magali n'a aucun doute, Virginie a bien été abusée. Du jour où elle m'a dit ça, où elle m'a dit ce qui s'était passé, et jusqu'au dernier jour où je suis venue la voir ici, jamais une seule fois j'ai douté que ce qu'elle me disait c'était un mensonge ou non. Pour moi c'était la vérité. C'est trop grave, c'est trop important. Enfin, on n'invente pas des mensonges sur des sujets aussi importants. Enfin, je sais pas, c'est illogique, quoi. C'est irréel aussi. Je comprends pas. C'est pas possible pour moi. C'est carrément impossible. Magali refuse-t-elle d'admettre qu'elle aurait pu être manipulée par son amie? Peut-être. Pourtant, une série de faits plus que troublants
apparaît lors de l'enquête de police. Autant d'éléments qui, mis bout à bout, laissent planer un doute sur l'affaire Madeira. Et si Magali avait raison? Le procureur de Reims organise une confrontation père-fille. Et là, coup de théâtre. Antonio, devant le juge, fait une incroyable et surprenante révélation. Il m'a emmené au juge et puis je l'avais dit, si, j'ai touché à ma fille. Il a quoi? Il m'a dit, vous l'avez touché où? Bah dans le vagin et puis dans les seins. Incroyable. Devant le procureur, Antonio avoue l'inavouable. Il reconnaît des attouchements sexuels sur sa fille. Mais pourquoi? Le père de Virginie explique aujourd'hui qu'il aurait agi sur les conseils de son avocat. À l'époque, Antonio veut à tout prix sortir de prison. Son avocat lui propose alors un étrange marché, s'accuser pour être libre, au moins jusqu'au procès. Quand on se trouve dans l'avocat et puis comme on a une proposition comme ça, quelqu'un qui m'avait déjà défendu dans des litiges avec les clients, bon, pourquoi pas? C'est peut-être une combine, une négociation, en attendant que la chose se mette en place, que Virginie sera vraiment bien examinée, que la vérité y vienne, quoi. J'étais étonnée qu'il avoue les choses qu'il n'avait pas faites. Si je me rendais compte vraiment de tout ça, j'aurais réussi à parler. Malgré les déclarations de sa fille et les aveux de son mari, Lucilia, elle, n'a aucun doute. Je ne pouvais pas douter. Je le connais, je sais. Ces histoires, il n'a jamais été un homme fou par le sexe, par ces choses-là. Jamais. Jamais. Sûre de son mari, Lucilia a dû faire face seule. Comment je pouvais avoir ma conscience en disant une chose que je savais parfaitement que ce n'était pas vrai. Ce qui m'a aidé à tenir, c'est que j'ai toujours eu ma conscience en paix. Toujours. Et c'était ça qui m'a aidé à tenir. Les autorités judiciaires, elles, ont de moins en moins de doutes sur les faits. Le juge d'instruction a des aveux, mais il lui manque encore des preuves matérielles. Le magistrat mandate alors 4 gynécologues. Leur mission, examiner Virginie afin de déterminer si elle est vierge ou pas. Le docteur Gabriel a fait partie des experts mandatés par le juge. Je peux affirmer que lorsque j'ai examiné cette patiente en mai 1999, elle avait eu auparavant des pénétrations vaginales, probablement répétées. D'accord? Même certainement répétées. Ça, vous en êtes sûr? Oui. 10 ans après les faits, le gynécologue maintient la conclusion de son rapport. Mademoiselle Virginie Madeira présente des traces de pénétration vaginale, digitale ou pénienne compatibles avec ses affirmations. C'est vrai qu'il y a certaines situations où on est embêté. Bon. Dans le cas présent, il n'y avait réellement aucune ambiguïté possible. Tout est contre moi. Tout est contre moi. J'ai pensé, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font ces guignols-là? C'est n'importe quoi. Pour être gynécologue comme celui-là qui a examiné Virginie, je crois que même moi, je peux le faire. Hein. Donc, en tant que maçon, je crois que je pouvais le faire. Hein. Virginie affirme aujourd'hui qu'elle n'avait pas encore eu de relations sexuelles à 14 ans. Mais alors, comment expliquer le résultat de l'expertise? Un résultat d'autant plus troublant qu'il est corroboré à l'époque par les psychologues. Le professeur Ployer, mandaté sur l'affaire, se souvient. Lorsque j'avais, moi, examiné cette adolescente, là, dans cette affaire, j'avais repéré quelqu'un qui souffrait, qui était pris dans une sorte de toile d'araignée. Hein, c'est-à-dire qu'une relation incestueuse, c'est une toile d'araignée. Hein. Quand vous êtes dans une toile d'araignée, vous avez beaucoup de mal à vous en sortir. Il va falloir qu'il y ait un fil extérieur qui soit tiré pour qu'elle puisse en sortir, si vous voulez. Hein. Ça, c'est le principe même de la relation incestueuse. Hein.
Tout accable Antonio Madeira. Ses propres aveux, les expertises gynécologiques et psychologiques, tout. Alors, comment croire Virginie aujourd'hui quand elle affirme ne pas avoir été victime d'inceste? Où est la vérité dans l'affaire Madeira? À l'époque, le juge d'instruction ordonne une nouvelle mise en détention. Antonio doit attendre son procès en prison. Pour eux, c'est simple. Virginie m'accuse, moi j'ai dit oui, alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? La justice pour elle a dit bah, c'est bon. Donc c'est encore une double peine. C'est une double peine, autant pour moi que pour ma famille. En attendant le procès, le clan Madeira éclate. Antonio est en détention, Virginie dans une famille d'accueil. Lucilia se retrouve seule. Elle aimerait revoir sa fille, mais pendant l'instruction, aucun membre de la famille n'en a le droit. Loin des siens, c'est dans cette maison que réside l'adolescente. Malgré l'interdiction, Lucilia tente souvent d'apercevoir sa fille. Je ne l'ai jamais vue, jamais. Jamais je l'ai vue, ni à la fenêtre, ni me saluer. Je pense à une veille de Noël que je suis venue avec des cadeaux. Et je l'ai laissée. J'ai demandé celle si je pouvais la voir. On m'avait dit non. Et plusieurs fois de suite comme ça me déchirait le cœur. Je partais déchirée. Je n'imaginais pas ce qu'elle pouvait ressentir parce que je pense que, étant donné que j'étais dans la famille d'accueil, je pense que j'ai voulu aussi mettre tout ça de côté et peut-être que d'un côté j'étais aussi égoïste. C'est comme si c'était une autre vie qui se construisait avec le mensonge, voilà. Et Virginie gardera le silence jusqu'au procès. 12 juin 2001. Antonio est conduit au tribunal de Reims où il va être jugé par la cour d'assises de la Marne. Le destin des Madeira va se jouer en une seule et unique journée d'audience. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer, mais je savais que ça ne pouvait être à rien de bien. La seule chose que j'attendais, c'est que Virginie il se lève et en disant stop, c'est bon, papa il m'a jamais rien fait, c'est un mensonge. Bon. J'attendais la vérité de sa bouche, c'est tout. À l'ouverture de l'audience, tous les éléments semblent à charge. Les accusations de Virginie, les expertises médicales et les propres aveux du prévenu. Désormais, seule une rétractation de la victime pourrait faire basculer l'issue du procès. La tension est à son comble quand Virginie s'avance à la barre. La jeune femme n'est désormais plus une enfant, elle connaît les risques encourus par son père. Et pourtant, dans cette salle d'audience de la cour d'assises, Virginie maintient ses accusations. Quelques heures plus tard, le verdict tombe. 12 ans de réclusion criminelle pour viol et atteinte sexuelle sur la personne de Virginie Madeira. Désormais, pour la justice, Antonio est coupable. Quand vous dites 12, 20 ou 50, c'est pareil. Vous êtes condamné, même un an. Pour un innocent, c'est pareil. Quand vous condamnez pour une journée, 10 ans, 20 ans, 50, c'est pareil. Vous êtes condamné, vous êtes coupable. Ce n'est pas les années qui comptent, c'est l'honneur. Mais cette vérité judiciaire est-elle pour autant la vérité? Car au moment du verdict, Virginie a un électrochoc. Au moment du verdict, c'est comme si je m'étais réveillée. C'était vraiment... je me dis... Oui, je me suis dit à ce moment-là, mais... Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vraiment je me réveillais, en fait, c'était ça. J'ouvrais les yeux. Mais il est trop tard. Antonio quitte le tribunal, escorté par la police.
Elle a couru vers moi et puis elle m'a embrassé et m'a dit je te demande pardon, papa. J'ai dit d'accord. Comme ça. Ça, c'est très impressionnant, oui, cette scène-là, parce qu'effectivement, c'est comme si tout à coup, elle avait conscience du clivage, du déni qui s'était opéré à l'intérieur d'elle. Elle est confrontée à son père, et à ce moment-là, elle est confrontée à une réalité absolument insupportable. Je suis responsable du fait que cet homme, qui est innocent, est emprisonné. Virginie est maintenant consciente du cauchemar dans lequel elle a plongé toute sa famille. Déprimée, seule, elle n'a plus qu'une idée en tête, réparer sa faute et retrouver les siens. Mais la procédure est longue. Il lui faudra plus d'1 an pour obtenir l'autorisation de revoir sa mère. Et c'est à son contact que Virginie avoue pour la première fois. Et elle m'a dit, tu sais maman, c'est pas vrai du tout ce que j'ai dit à ce sujet de papa. Je ressentais rien pour elle à ce moment-là. Rien. Je n'avais pas un sentiment. Lucilia est brisée. Comment pardonner à sa fille ces années de souffrance? Virginie le sait, pour retrouver l'amour maternel, elle doit d'abord faire innocenter son père. Elle est complètement dans une autre logique à partir du moment où elle est avec sa mère. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça bascule, parce qu'on peut pas, quand on est dans le clivage, on peut pas être entre les deux, un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. C'est pas possible. Au moment où les murs s'ouvrent, eh bien, c'est toute l'histoire qui surgit. Et là, on voit qu'à ce moment-là, elle est dans un mouvement complètement inverse, qui est de faire rétablir une autre histoire. Moi, je ne sais pas si l'autre histoire est plus vraie que la première, mais en tout cas, c'est l'histoire qui devient la sienne. J'ai été affabulatrice, j'ai raconté une histoire, mon père est innocent, et à ce moment-là, elle y va à fond dans cette histoire pour pouvoir réhabiliter son père. Et Virginie emploie les grands moyens. Elle médiatise sa rétractation. Tous les journaux relaient son cri du cœur. Mais la jeune fille ne s'arrête pas là. Elle veut que la justice reconnaisse l'innocence de son père. Si rien ne saurait effacer ces 4 dernières années, pour le clan Madeira, c'est désormais une question d'honneur. Virginie engage alors un ténor du barreau de Paris, Maître Florent. Mais les aveux d'Antonio pèsent lourd. Avouer à ce stade-là quelque chose qu'on n'a pas commis, non seulement ça ne sert à rien en termes de stratégie, mais au contraire, c'est catastrophique. C'est s'attacher une pierre autour du cou avec une corde et plonger dans la rivière. Pourtant, l'avocat reprend le dossier. Son but, saisir la cour pour obtenir une révision du procès. Mais pour cela, il faut de nouveaux éléments. Virginie décide de refaire un examen gynécologique. Et là, coup de théâtre, l'expertise révèle cette fois-ci que la jeune Madeira est vierge. Mais Virginie a commis une erreur de taille. Elle s'est présentée à l'examen sans aucune pièce. En clair, elle n'a pas justifié de son identité auprès du médecin. La cour de révision rejette l'expertise. Mais Virginie ne se décourage pas et recommence. Les résultats sont alors unanimes, son hymen est intact. Alors qu'y croire? Comment les expertises peuvent-elles autant se contredire? Comment des gynécologues peuvent donner des conclusions aussi radicalement opposées, alors qu'a priori, l'examen d'un hymen est fiable? Pour le célèbre docteur Nizan, la question ne devrait pas se poser. Quand on dit la question ne se pose même pas, j'ai très envie de la poser. Quelle est la fiabilité de l'examen de l'hymen? 0 plus 0 égale 0. La fiabilité des examens d'hymen est extrêmement faible. Dans la hiérarchie des fiabilités, c'est une des fiabilités les plus faibles. Pourquoi? Parce que l'hymen peut avoir des formes différentes et que l'hymen est un organe vivant qui peut même se réparer. Et donc, oui, c'est possible d'avoir des avis à 100% contradictoires. Mais alors, si les expertises peuvent être remises en question, et si Antonio a réellement fait de faux aveux à cause d'une erreur stratégique de son premier avocat, tout laisse à penser qu'aujourd'hui, Virginie dit la vérité. Elle n'aurait donc jamais été abusée.
et la justice se serait complètement fourvoyée dans l'affaire Madeira. Contre toute attente, la Cour rejette à nouveau la demande en révision. Motif ? La fiabilité d'un examen gynécologique est trop faible, et cela alors même que des examens similaires ont servi de preuve lors du procès. Mais pour la magistrate Délou Bouvier, seuls des éléments indiscutables peuvent permettre la réouverture du dossier. Il y a peu d'indices matériels et souvent ce sont des affaires qui reposent sur les dires des uns et des autres, sur des expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, et nous savons combien sont relatives les expertises et combien les juges doivent être prudents avec leur appréhension des expertises. Donc ce sont des affaires éminemment complexes. Pour innocenter son père et laver l'honneur de la famille, Virginie n'a plus qu'une solution, le recours en grâce. La jeune femme écrit au garde des Sceaux, puis au président de la République. Mais là encore, la réponse est sans appel. Il ne nous a pas paru possible de réserver une suite favorable à cette requête. En 2006, Virginie tente de faire pression sur les institutions avec un ouvrage confession « J'ai menti ». Mais en vain, pour la justice, Virginie disait la vérité au moment des faits. Antonio est et restera coupable. Il n'y aura pas de révision. Le dossier Madeira est définitivement classé. Virginie Madeira propose une thèse qui est extrêmement intéressante mais très dérangeante. Parce qu'on est dans un monde, notamment judiciaire, notamment pénal, où comme au théâtre, les rôles sont distribués. Alors vous êtes victime tu es, victime tu es déclaré, victime tu resteras. Et la victime qui vient dire après coup, j'ai trompé la justice, j'ai menti, je vous ai fait tourner en bourrique, vous avez rendu un arrêt qui n'a pas de sens, celle-là, elle n'a pas beaucoup de considération. Et il est plus confortable de dire, elle raconte quelque chose sous pression, que de dire effectivement, elle a menti, elle nous a bernés et on s'est trompé. Ça, on n'aime pas beaucoup revenir sur la distribution des rôles. Vous êtes dans une pièce, je dirais, de Molière, vous faites la bonne, et bien on n'aime pas tellement passer la marquise en sortant et vice-versa. Les rôles sont distribués. Et malheur à celui qui veut changer la distribution des rôles. Antonio Madeira sera libéré en février 2007 pour bonne conduite. Mais ces 8 années de détention ne sont pas le seul prix à payer pour le mensonge de Virginie. Reste encore le regard des autres. Le couple Madeira a dû s'exiler, fuir loin, fuir les lieux de ce terrible cauchemar. Aujourd'hui, Lucilia et Antonio se sont retirés ici, dans ce petit village du sud de la France. Un village d'à peine 200 habitants. Un village presque fantôme. C'est un exil forcé à cause de toute cette tragédie qui nous est arrivée. On a tout quitté à cause de ce mensonge. On ne pouvait plus le supporter, c'était trop dur. Et pour nous, la seule solution, c'est prendre la fuite. Il n'y a pas autre chose à faire face à ça, il n'y a pas autre chose. Parce que on n'a pas d'honneur, on est sali, on est humilié. Et quoi qu'on fasse, la justice, elle ne nous écoute pas. Pour Lucilia, le mensonge de sa fille, c'est toute une vie à jamais brisée. Les Madeira se sont réfugiés ici, en pleine campagne, à l'abri des regards. Le couple s'y est installé il y a tout juste 1 an et tente enfin de retrouver une vie normale. On s'aime, on se croit, et puis voilà, c'est ça. Moi, je lui fais confiance, elle me fait confiance, et puis c'est ça qui tient tout, qui tient la route. C'est qu'on se connaît. Bah oui, avoir une femme qui a toujours été à côté, chapeau, hein. C'est vraiment un grand courage. Hein. Mais rappelle-toi, je l'ai fait parce que je savais parfaitement que tu ne le méritais pas, sinon... donc le soutien, non, et puis... je ne l'aurais pas fait. Hein. Voilà. Lucilia a tenu le coup par amour pour son mari. Aujourd'hui, le couple a même retrouvé une vraie complicité. Si on a à se chamailler, on se chamaille. Pareil comme avant. Hein. Ah, il nous manque quand même quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque que la justice proclame ma innocence. Il te rend ton honneur. Il me rend mon honneur, ma dignité. Ta dignité? Oui, parce que, bon...
Ça, c'est clair. Hein, Ça, c'est net et clair. Hein. C'est ce qui me manque maintenant. Oui. Voilà. La honte, le déshonneur. Les Madeira n'acceptent pas, ne comprennent pas. Aujourd'hui, Antonio et Lucilia tentent de pardonner à leur fille. Mais pour y parvenir définitivement, la condition sine qua non, c'est l'innocence d'Antonio déclarée aux yeux de tous. Virginie le sait. À chaque fois qu'elle leur rend visite, c'est une épreuve. Entre le père et la fille, le rejet de la révision et toutes ses conséquences est au centre des débats. Il savait tout pour prouver ma innocence, pour dire mon père, il m'a jamais rien fait. Il est en prison, donc ça sert à rien. Bah, après, ils n'ont pas tenu compte. Alors, ils ont cru Virginie quand elle avait 14 ans, et puis quand elle était majeure, ils ne l'ont pas cru. Avec les examens gynécologiques, la virginité de Virginie, tout ça témoignage, elle a fait des bouquins pour prouver au monde entier que j'étais innocent. Et même comme ça, ils n'ont pas cru. Même pas un doute. Donc, il faut arrêter, c'est fini. Voilà. De toute façon, nous, on sait très bien que rien ne s'est passé. Alors après, c'est tout. On essaye de je sais pas, d'aller de l'avant et puis de vivre, d'avancer tous ensemble. Le père et la fille semblent reporter toute leur colère sur la décision de justice. Pour Serge Effez, ce mode de fonctionnement s'apparente au pardon. Je suis convaincu que les parents peuvent pardonner, oui, c'est-à-dire passer à autre chose. Ça va rester, hein, c'est un traumatisme, et puis le traumatisme, il va être toujours là. Je pense que le plus difficile, c'est pour cette jeune fille, de se pardonner elle-même ce qui s'est passé, et de pouvoir se situer comme un individu libre, autonome, responsable par rapport au reste de son existence. Avec cette histoire derrière elle, il va falloir, à mon avis, un sacré cheminement pour qu'elle puisse y parvenir. Un cheminement que Virginie a encore beaucoup de mal à faire. Enlever ce fardeau et que je puisse... Toute cette histoire l'a détruite, à tel point qu'aujourd'hui, même un reportage sur sa rétractation est insoutenable pour elle. Antonio Madeira est sorti de prison en février dernier. La jeune fille ne peut même pas regarder les images, contrairement à sa mère Lucilia. Ensemble, ils se battent pour obtenir la révision de son procès et laver son honneur. Je suis fière de toi. C'est toi seul qui as fait toutes ces démarches. Est-ce que je t'ai influencé quelque part? Bien sûr que non, j'avais beaucoup de courage, mais aujourd'hui, j'en peux plus, c'est tout. Je sais que tu as lutté beaucoup. Aujourd'hui, j'en ai marre d'en parler, j'en ai marre, c'est tout. Oui, tu as pris conscience et ça te pèse beaucoup. Ça, je le comprends. Même si la justice ne t'écoute pas, ça ne te révolte pas, cette erreur, ce mensonge? Mais ça m'a révolté à l'époque, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Faut que je mette ma vie de côté aussi? Faut qu'on soit tout le temps, qu'on mette tous notre vie de côté, qu'on soit tout le temps en train de reparler tout le temps de cette histoire. Excusez-moi. Virginie veut se reconstruire, penser à sa vie future, oublier le passé. Mais pour sa famille, c'est inenvisageable. Même son frère aîné Philippe, pourtant atteint de schizophrénie, a bien du mal à comprendre le mensonge de sa sœur et à l'oublier. Je l'ai vécu tristement, sans douter, jamais j'ai douté de mon père, jamais. Et donc je l'ai vécu au début, je l'ai vécu dans la souffrance comme le reste de la famille, quoi, parce que ça nous a fait mal, très très mal. C'est pas bien de confondre la réalité avec l'imaginaire, ça c'est pas bien. C'est pas bien du tout.
En France, 2 millions de personnes déclarent chaque année être victimes d'inceste. Sur ces 2 millions, plus d'un tiers se rétractent. Avoue que ce n'était qu'un mensonge.